Nous rejoignent maintenant Routel Krief pour la politique, qui salue ses camarades, Dominique Streux pour l'économie et Abnou Chalmani pour l'international. Soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre. C'est vous qui commencez, cher Ruth. Vous revenez sur la proposition dont tout le monde parle, celle de soumettre nos élus, nos ministres à des tests antidrogue. Pas les élus, hein. Pardon ? Pas les élus encore. Pas les élus au sens large ? Non. Pardon, alors je suis allé trop vite, peut-être parce que ça m'amusait. Oui. Bon, Mais vous avez raison, c'est un feuilleton qu'on va suivre. Voilà, donc on vous écoute avec curiosité. Bah oui, en fait, c'est vrai, c'est un tabou qui a été levé, celui de la drogue et de la politique. Et avec la décision du Premier ministre Lecornu, la France deviendrait un des seuls pays démocratiques à pratiquer des contrôles anti-stupéfiants sur les membres du gouvernement et de l'administration. Une forme de laboratoire en Europe, parce que ça n'existe pas de cette façon. Aujourd'hui, il a adressé mardi une circulaire intitulée « Mesures de prévention de la consommation de stupéfiants au sein de l'État ». Il y demande au ministre d'organiser des tests salivaires de dépistage inopinés et obligatoires des membres de leur cabinet et des titulaires d'emplois à décision. Alors je disais pourquoi tabou ? Parce qu'en fait c'est vrai que ça circule, certains savent, certains ne parlent pas, et ça a donné lieu, alors je vous donne l'exemple du Royaume-Uni par exemple, où de nombreuses pétitions citoyennes ont demandé des dépistages d'alcoolémie et de drogue sans succès, parce qu'il y avait eu des traces de cocaïne qui avaient été retrouvées dans les toilettes du Parlement à Westminster. En France, il y a eu en quelques jours, en réalité, 3 mini-scandales qui ont été mis à jour. Et c'est pas cela qui a déclenché la circulaire, mais en quelque sorte, ça tombe à pic. Oui. On a appris l'exfiltration discrète d'un conseiller du Premier ministre de Matignon, qui consommait de la drogue, un vice-procureur du parquet de Bobigny chargé de la lutte contre les stupéfiants, qui comparaissait devant le Conseil supérieur de la magistrature pour consommation de méthamphétamine. Vous me l'apprenez, alors là, c'est et le directeur régional des finances publiques de Paris-Île-de-France, qui a été congédié pour les mêmes raisons. Alors, c'est vrai qu'au lieu que ce soit diffusé de bouche à oreille et que ça paraisse comme un événement un peu dissimulé pour le grand public, cette circulaire a été diffusée. Alors, autant regarder la réalité en face et réagir. Parce qu'on se souvient de la phrase d'Emmanuel Macron sur les bourgeois des centres-villes qui financent le narcotrafic. Vous vous souvenez ? Oui. C'est donc une mesure de transparence et de sécurité qui veut montrer qu'il ne doit pas y avoir d'impunité, y compris au plus haut niveau de l'État. Beaucoup de professions sont concernées, les membres de cabinet, mais ça va jusqu'aux ambassadeurs, jusqu'aux préfets et jusqu'à leurs entourages. Parce que l'autre argument du Premier ministre, il tient à la sécurité nationale. Cette consommation par des agents publics constitue, au-delà de leur mise en danger personnelle, une vulnérabilité susceptible d'être exploitée par des groupes de pression, des réseaux criminels ou des manœuvres d'ingérence. Et donc là, il y a une volonté d'exemplarité. Écoutez Maude Bréjon, la porte-parole. C'est une question d'exemplarité. On va le demander à nos collaborateurs, on va le demander aux directeurs d'administration, et donc c'est normal. Le Premier ministre l'a fait lui-même, que au plus haut niveau de l'État, on montre l'exemple. Alors cette question de la drogue dans les milieux politiques, elle avait déjà émergé. Vous vous souvenez qu'on avait contrôlé à Paris un député de la France Insoumise, Andy Kerbat, en possession d'une petite quantité de drogue de synthèse. Il avait promis alors de suivre un protocole de soins pour traiter son addiction. Moi, je pense que sur le principe, on ne peut qu'approuver cette décision parce que les représentants de l'État ou ceux qui en ont des responsabilités ne sont pas des citoyens comme les autres. Ils se doivent de respecter des standards de comportement élevés et de respecter déjà la loi fondamentale. Et d'ailleurs, c'est un peu étrange parce que j'ai pas trouvé beaucoup de pays qui le font aujourd'hui. C'est ce que je vous disais. Lesquels le font ? L'Indonésie, le Mexique, les Philippines, la Thaïlande. Ça vous dit quelque chose ? Des pays particulièrement touchés par le narcotrafic et la corruption. Alors, d'autres pays européens, et notamment en France, font des tests pour les postes sensibles, dans les agences publiques de défense, dans les transports, dans la sécurité. C'est sûr qu'on n'a pas envie qu'un pilote, militaire ou non d'ailleurs, un policier armé, un contrôleur aérien, ne soit pas en pleine possession de leurs moyens. En revanche, il n'y a aucune politique de contrôle systématique dans les autres pays européens parce que ça soulève des questions juridiques. Soyons clairs. Quel est le droit à la vie privée, le respect du secret médical, le principe de proportionnalité? La mesure, elle peut être intrusive et donc il faut qu'elle soit strictement justifiée. La réponse de Matignon, elle est simple. C'est, dans le cadre beaucoup plus global du plan contre le narcotrafic, une mesure
tout à fait légitime. Les précautions juridiques ont été prises et c'est une question de confiance entre les citoyens et leurs représentants. Par ailleurs, sur le plan purement légal, il ne s'agit pas de salariés classiques. Ils sont en effet comme fonctionnaires ou comme nommés au Conseil des ministres. L'État peut leur imposer les conditions que le Code du travail ne permettrait peut-être pas. Alors, c'est déjà la panique, parce que ce soir, l'opinion, il y a quelques minutes, l'opinion vient de publier que tout le monde dans les ministères cherche des autotests, parce que personne n'était préparé à ces mesures, même si à Matignon, ça a déjà commencé. Il y a 2 semaines, il y a eu déjà des autotests qui ont été réalisés de façon assez discrète, vous voyez. Oui. Et puis, il y a quand même une forme d'acceptabilité qui n'est pas évidente, et notamment chez les élus qui ne sont pas encore concernés, soyons clairs. Écoutez, pour conclure, Gabriel Attal, le président du groupe Ensemble pour la République. N'inquiétez pas. Oula, c'est long. Peut-être pas, ou pas. Bon, alors, ou pas. Lui, il explique. Dites-nous. Il explique que il considère que c'est une question d'exemplarité et que de ce point de vue-là, c'est légitime. Néanmoins, il n'est pas prêt à l'appliquer immédiatement parce qu'il considère n'avoir aucune suspicion ni sur ses collaborateurs ni sur les élus de son groupe. Je n'arrive pas à me faire un avis définitif. C'est ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de nous dire, quand même, parce que on pourrait dire que ça va de soi et que ce serait sain S-A-I-N, et en même temps, c'est peut-être se priver de gens qui maîtrisent à peu près ça. Est-ce qu'on fait des alcotests permanents pour savoir ce qui se passe dans nos cabinets ? La question de l'alcool, elle est tout de suite posée. Voilà, vous avez raison. La question de l'alcool. Je veux bien vous entendre là-dessus. Non, alors j'ai un souvenir quand je faisais bien des années mes études, j'avais un petit boulot au BHV. Oui. Et on passait, alors parce qu'il était possible quand on était salarié du BHV, quand on fasse passer à la caisse. Et à partir du moment où vous maniez l'argent, il y avait un test de drogue. Oui. Ah tout oui. À fait. Mais oui, tout à fait, il y avait un test de drogue. À partir du moment où vous passiez à la caisse, ce qui paraît logique, vous maniez de l'argent. Et donc, c'était comme ça qu'il l'avait justifié. Donc, on était tout un groupe de gens qui allaient se faire embaucher et il y avait la visite médicale accompagnée d'un test de drogue. Première chose. Donc, vous avez été testé. Oui. En bien. Voilà, non, mais c'est important pendant de le dire. 5 ans, j'ai vendu des nappes au BHV, donc tout allait très très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Mais là où j'ai vraiment un problème, c'est que tout ce qu'a dit Ruth est juste pour dire il faut. Alors moi, dès qu'on dit exemplarité, j'ai un peu de mal parce qu'on tombe dans un délire de pureté et on sait toujours comment ça commence et ça finit toujours très très mal, souvent au goulag. Et l'idée, effectivement, on n'en est pas là. Non, mais je préfère exagérer pour bien appuyer mon propos. C'est bien exagéré. C'est quand même déjà arrivé. mais c'était l'idée qu'un politique est un surhomme, c'est peut-être ça aussi qui aide pas aujourd'hui, c'est que ça reste un être humain qui a décidé de se mettre au service des autres. Enfin, ça, c'est la vision idéale. Et enfin, moi, je suis désolée, je reste une libérale à tout point de vue sociétal et économique. Donc, je pense que c'est quand même là, c'est quand même venir regarder sous la couverture des gens. Et ça, j'aime pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liste qu'a donnée Ruth. Philippines, Vietnam, peut-être le Mexique. Thaïlande. Oui. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que le Premier ministre, le gouvernement, a eu des informations montrant que spécifiquement en France, dans l'administration, les cabinets ministériels, il y a eu quelques scandales dont on n'a pas encore connaissance. Oui, et qu'ils anticipent. Et qu'ils anticipent. Avant que ça soit sorti dans le canard enchaîné. Non, je crois que vraiment, je vous dis, en réalité, il y a eu le plan sur le narcotrafic et cette circulaire, elle devait être intégrée au plan global. Et finalement, il y a eu ces scandales, ces petits scandales qui sont passés relativement inaperçus. Je vous ai les cités, je vous ai cité 3 personnes quand même. Et cette circulaire est sortie. Donc là, il y a un peu la gestion de la réaction à la circulaire. Tout est intéressant. Et on voit comment ça se passe. Mais je crois qu'il y a une volonté de montrer qu'il y a dans un plan narcotrafic, pas les politiques, je précise, pas les élus pour le moment, mais ceux qui dépendent de l'État, qui sont nommés en Conseil des ministres et qui ont des informations confidentielles par leur habilitation défense ou par d'autres situations, doivent être responsables. Après, la question sur l'alcool, elle est totalement légitime. C'est passionnant. On va passer à autre chose avec vous, Dominique Seux. Les Insoumis précisent leur feuille de route économique pour 2027. L'objectif, c'est une société
collectiviste. Oui, alors c'est le mot qui il est assumé. Il est totalement assumé. J'arrive pas à le croire. Pourquoi est-ce qu'on parle de la France insoumise? Parce que donc on sait que c'est un parti qui ne perd pas de temps. Il a un candidat dans la course pour 2027. Et candidat, c'est pas le cas du RN, on le saura après le 7 juillet, enfin le 7 juillet ou juste après, ni du bloc central où c'est la course des petits et grands chevaux. Sur la France insoumise, il y a eu une interview tout à fait intéressante de Jean-Luc Mélenchon publiée chez nos confrères d'Alternative économique. C'était en fin de semaine dernière, il y a quelques jours. Et c'est vrai que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, on a surtout pour l'instant retenu l'idée de la Nouvelle-France. Mais il y a des choses économiques qui méritent d'être précisées. Et ce qui est important, c'est que ça dément un peu l'idée d'un recentrage de Jean-Luc Mélenchon, dont on dit beaucoup. Vous savez, il a consolidé son socle depuis 2-3 ans et maintenant il va ouvrir un petit peu le champ. Quand on voit les propositions économiques, le recentrage, il n'est pas du tout là. Alors on va commencer par regarder le projet avec 3 mots qu'il résume. Ce n'est pas moi qui ai mis entre guillemets, ce sont les formules utilisées par Jean-Luc Mélenchon. Il souhaite une société collectiviste, gérée par les besoins et la planification. Évidemment, il faut quelques sous-titres à tout ça. Collectiviste, ça veut dire quand même que l'individu est moins important que le collectif. Donc c'est là, clairement, un changement. Alors, il ne faut pas non plus se faire peur en parlant de l'Union soviétique, ça n'aurait aucun sens, bien sûr, mais c'est quand même un tournant. Géré par les besoins, c'est un signal. Ce ne sont pas les entreprises qui offrent aux consommateurs des produits qu'ils décideront ou pas d'acheter, c'est la société dans son ensemble, notamment grâce à la planification, qui décide ce qui est bon. Il y a trop de voitures, on arrête de vendre des voitures ou on empêche qu'elles soient achetées. Il y a trop de viande, etc., etc. C'est un changement de société assez important. Maintenant, on va regarder quelles sont les mesures très concrètes, et j'en ai retenu 3. Et c'est toujours dans le concret que c'est intéressant. Absolument. J'en ai retenu 3. La retraite à 60 ans, il le dit publiquement, il le redit dans cette interview, un SMIC à 1 700 € net. Ça, c'est pas la proposition la plus disruptive, puisqu'il est précisément aujourd'hui à 1 500 € net. Même Bruno Le Maire est quasiment prêt. Dans son livre, il est quasiment à 1 650, quelque chose comme ça. En revanche, l'indexation des salaires sur les prix dont il dit dans cette interview que ce serait à titre provisoire, mais vous savez, le provisoire, ça c'est un changement considérable. On sait qu'en Europe, il y a un pays qui le fait de manière alors très particulière, très pointue, c'est la Belgique, mais c'est un changement tout à fait important. Et la retraite à 60 ans, avec 40 années de cotisation. Alors, nous, on est à 62 ans et 9 mois aujourd'hui, et vers 43 ans de cotisation, c'est totalement infinançable. Totalement infinançable. Et donc, comment fait-il pour financer ce projet très disruptif et ces propositions très démagogiques? Alors, allons-y. Voilà, regardons comment elles sont financées. De manière extrêmement simple, par une hausse des impôts. Jean-Luc Mélenchon n'a pas, pour l'instant, à ce stade, chiffré. Mais si on se réfère à son projet, et sur le site internet, c'est 184 milliards de hausses d'impôts, avec beaucoup de hausses d'impôts pour ceux qui gagnent plus de 4 000 € et des baisses d'impôts, promet-il, pour ceux qui gagnent moins de 4 000 € net par mois. Alors, taxation, les entreprises, sur profit, le capital, mais 184, c'est considérable. Donc c'est un choc absolument. À côté, le choc fiscal de 2012 de François Hollande, c'est de la roupie de Sansonnet. Et le point le plus intéressant, c'est, dit Jean-Luc Mélenchon, je respecte l'Europe, je reste dans l'euro, mais en réalité, je vais quand même désobéir aux traités qui ne me plaisent pas. Et donc ça veut dire que il souhaite que la Banque Centrale Européenne imprime des billets, en gros, rachète directement les dettes, pour s'endetter plus. Donc, ça veut dire que, naturellement, les autres partenaires diraient, écoutez les amis, vous êtes dedans, vous êtes dehors, choisissez. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont, on l'a vu, projets, mesures, mode de financement, c'est un changement très considérable. Et donc, l'idée du recentrage, on ne le voit pas du tout. Un livre va sortir le 2 septembre par un proche de Jean-Luc Mélenchon qui va développer les propositions économiques. Et c'est évidemment très intéressant. La conclusion, c'est que on voit bien que le RN a développé des propositions qui sont pour les... Je pense que l'opinion a retenu une proposition du RN, c'est la baisse des prix des carburants. La taxation des riches est la proposition qui est retenue du côté de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que le camp central, dit central, devrait se réveiller un peu, parce qu'on pour l'instant, l'opinion, je ne sais pas si vous retenez des propositions très claires de ce qu'ils mettent sur la table, on ne les voit pas. Et donc on pourrait reprendre la proposition, la formule de
André Malraux, en 1947, il avait dit, vous savez, entre les communistes et nous, les gaullistes, il n'y a rien. Je crains que pour l'instant, sur le plan programmatique, entre le RN et LFI, il n'y ait pas grand-chose de visible. Sans commenter complètement le programme politique, économique, sur le plan politique, vous avez complètement raison sur le risque que court aujourd'hui le bloc central, c'est que s'installe le duel dès aujourd'hui entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, et que dans le fond, ils soient effacés de la photo beaucoup plus vite qu'ils ne le pensent, à cause de leurs petits bisbilles. Absolument. Et que les gens n'impriment d'abord ce fameux duel, et en plus avec des mesures très démagogiques des deux côtés, donc c'est beaucoup plus facile, ça fait plaisir de toute façon des deux côtés. Et du coup, qu'ils soient zappés de la photo sans s'en rendre compte, et que tout d'un coup il y ait des sondages et qu'ils se rendent compte à l'automne ou assez rapidement que c'est le deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, point barre. Parce qu'ils pensent que c'est une élection présidentielle comme les autres, où on peut se mettre en ordre de bataille en janvier-février de l'année de l'élection. En fait, c'est totalement différent. On a un candidat, le RN, qui est à 35, plus des alliés, disons 40. Oui. On est dans une situation totalement différente. Si on imagine en plus que les communistes et les Verts se rallient à Jean-Luc Mélenchon, il est à 19. Donc en fait, on est dans une situation qui est en train, même si c'est 10 mois avant, de se cristalliser. Et sur les questions économiques, c'est intéressant de le souligner. Enfin, un ralliement éventuel des écologistes et des socialistes à Mélenchon, c'est quelque chose de comparable. Non, alors les Verts, pas l'appareil aujourd'hui, certainement des personnalités et beaucoup d'électeurs écologistes ou d'électeurs verts qui voteraient Mélenchon, c'est quasi, c'est très très sûr, c'est là-dessus qu'il compte en effet, et sur un certain nombre de socialistes aussi. Donc c'est vrai qu'il compte pas seulement sur son socle qu'il a là, qui est déjà à 12-13, qui c'est assez important. Il pense lui qu'il est déjà à 3-4 de plus grâce à ces électeurs-là, même s'ils ne sont pas soutenus par leur appareil. Je me tourne vers vous, Abnous Chalmani. Merci d'intervenir. Vous revenez sur cette bataille navale qui a surpris, mais alors absolument tout le monde dans la Manche, une frégate russe, je le rappelle, qui tire sur un navire britannique, et vous nous dites que l'ennemi n'est peut-être pas celui que l'on croit. Oui, enfin, l'ennemi, ce pauvre navire britannique, eh bien, c'est un couple de retraités, c'est Jane et Alan Kelvey, 68 et 70 ans, qui ont vendu leur petite entreprise de signalétique en banlieue de Londres il y a une quinzaine d'années pour s'offrir ce que tant de gens, vous les voyez à l'écran, rêvent de s'offrir à la fin d'une vie de travail un voilier de 12 mètres et la traversée régulière de la Manche pour aller boire l'apéritif à Cherbourg. On les comprend. C'est exactement pour ça. Ils tiennent même un blog pour que leurs petits-enfants suivent leurs aventures. On ne peut pas faire plus inoffensif. Donc, comme navire britannique avec le couteau entre les dents, on a quand même vu mieux. De l'autre côté, vous avez l'amiral Grigovitch, qui est une frégate russe de 125 mètres et de 200 hommes. Et un détail qui change tout, le signal d'identification de la frégate était coupé. C'est donc, imaginez, un navire de guerre qui avance masqué dans l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Donc déjà, à la base, il y a quand même petit problème. Oui. Vers 11h du matin, alors que Jane et Alain, partis de Leamington à 4h du matin, sont à mi-chemin de leur balade vers Cherbourg et l'apéritif à venir, ils distinguent un navire au loin. Ils racontent qu'il n'apparaît pas sur leur radar, normal, le signal étant coupé. On les écoute, ils racontent la suite. As we got closer, we saw that it was a warship. And as we got closer still, we saw it had credit lettering along the side. We were about 400 or 500 meters off. It was on our starboard side. It was motionless. It was not adrift, and it was holding station. On pourrait en rire, et effectivement, les Kelvey, eux, en rient presque. Nous avions la priorité, dit Jane Kelvey, mais on n'allait pas se disputer avec un navire de guerre. Alors, petite parenthèse, moi, cette phrase qui dit tout du flegme britannique, doublé du bon sens marin, moi, j'adore la priorité, le code maritime, toutes ces règles que le couple respectait scrupuleusement, rien ne pèse face à un canon, sauf que là, il résume tout. C'est après que les deux récits, forcément, divergent. Alors, côté britannique, côté de notre charmant et sympathique couple, ils entendent 5 coups de corne de brume. C'est le corne de signal brume international pour dire « Je doute de votre manœuvre, vous présentez un risque, corrigez votre cap », ce que les Kelvey font immédiatement, et 1 minute plus tard, les tirs. Jen et Alan précisent qu'il n'y a eu aucun appel radio, aucune fusée éclairante, avant de se faire tirer dessus. C'est quand même une sacrée aventure, tout ça pour aller boire un coup à Cherbourg. Oui. Côté russe, le récit ne dit pas la même chose, vous en doutez, les Russes maintiennent que le voilier avait été sûr aux signaux
je cite, en approche dangereuse. Il précise, je cite encore, que pour attirer l'attention de l'équipage du voilier de plaisance, des fusées éclairantes et des signaux sonores ont été lancés. Le couple dit le contraire, je vois pas pourquoi il mentirait. Moscou jure ainsi d'avoir agi en stricte conformité avec les règles internationales. C'est extraordinaire. Une frégate de guerre efface son signal, tire sur des civils, puis publie un communiqué qui retourne la culpabilité. Non mais, vraiment, c'est incroyable. Jane Kelvil a parfaitement compris. Ce communiqué, dit-elle, les a peint en coupables, ce qui n'était absolument pas. Non seulement on vous tire dessus, mais on vous explique ensuite que c'est votre faute. Mais le couple de retraités, c'est là où ils sont vraiment charmants, précise tout aussitôt, nous ne voulons pas que la Troisième Guerre mondiale éclate à cause de cela. Ça tombe bien, nous non plus. Nous non plus. Alors, cet incident n'est pas tombé du ciel, c'est fabuleux parce que c'est ce que eux-mêmes le disent, je cite, c'est à cause de ce qui s'est passé plus tôt cette semaine, disent-ils. Et je rajoute que Londres, par contre, dit, mais pas du tout, il continue à parler d'un incident isolé. Alors, que s'est-il passé 48 heures plus tôt? C'était la première saisie d'un pétrolier de la flotte fantôme russe par les Britanniques. Le navire était chargé de 100 000 tonnes de pétrole brut. Oui. Et donc la flotte russe fantôme, c'est quand même 1000 navires vieillissants, sous pavillon de complaisance, transportant les 3/4 du pétrole sanctionné par la Russie. C'est un peu le cordon ombilical financier de la guerre contre l'Ukraine. Et justement, il se trouve que l'amiral Grekovitch, la frégate, est soupçonnée d'escorter ces navires fantômes depuis avril 2006. Autrement dit, il a la tête d'un commando de contrebande pour financer les bombes sur l'Ukraine. L'amiral Grekovitch, très bien. Oui, c'est une frégate, c'est une frégate. Jane et Alan sont sans le vouloir donc devenus le symbole un peu de notre époque, parce que quand même cette histoire c'est une fable, ça a l'air de rien, mais ça dit quand même beaucoup de choses. Deux Européens libres, inoffensifs, respectueux des règles, qui traversent une mer commune et qui sont soudain rattrapés par la violence de l'époque, où une frégate de guerre tire sur un voilier de retraités pour faire passer du pétrole de contrebande. Comme ça, c'est quand même un début de film. Enfin, si ça s'était mal terminé. Et qu'est devenue la frégate? Eh bien, disparue, sans laisser d'adresse et toujours sans émettre de signal. Cette histoire est merveilleuse, parce qu'elle dit qu'elle... Très bien racontée, il faut dire. Alors, extrêmement bien racontée. Vous avez tout à fait raison. Merci à tous pour ces parties prises.